Il y a eu, avant ce plan-là, il y a eu le programme à court terme économique et social du gouvernement. Est-ce qu'il a atteint les objectifs escomptés? Le programme À à court court terme, terme du oui. gouvernement, Pour j'- redresser un peu l'équilibre ouais, régional, j'étais ce lutter week-end contre le... dans le sud-ouest de la Tunisie. Oui, J'étais à Tozeur, à Gafsa, etc. Et ce sont des régions que je connais bien pour y avoir travaillé, pour y retourner régulièrement. J'ai été frappé par le nombre de jeunes entre 20 et 35 ans à 9h30 du matin un samedi dans les cafés de la ville. J'ai posé la question à mes interlocuteurs, est-ce que ce sont les chômeurs Ils dit oui, il y a les chômeurs, mais il y a aussi les employés de la compagnie des phosphates de Gafsa, que personne ne retient, ils sont là, mais ils sont dans les cafés. Mais il y a aussi tous les bénéficiaires du programme Amal. Voilà. Je pense que le programme de court terme du gouvernement a certainement soulagé quelque peu le quotidien de beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il n'a pas compliqué la tâche pour une vraie reprise assise sur des vraies valeurs, parmi lesquelles le travail. Le oui. travail est une valeur fondamentale. Il est important que chacun puisse accéder à un travail en rapport avec ses qualifications, mais, et comme on dit, tout travail mérite salaire, pour moi, tout salaire mérite travail Donc, vous également. trouvez que ce programme a encouragé la mentalité d'assister en quelque sorte? Je le Oui, crains. oui, oui, oui. Pour aborder le programme élaboré dans le cadre d'ADS, l'association que vous présidez, et qui compte une soixantaine de consultants de différents horizons, donc ce programme s'articule autour de trois axes: la solidarité entre les régions, la solidarité entre les couches sociales et la lutte contre le chômage. Si vous nous en dites un peu plus Oui. sur ce programme. D'abord, je voudrais nuancer un petit peu votre question. Oui, J'avais déclaré au début qu'il y avait une soixantaine de personnes autour de moi pour lancer ce programme. Ce ne sont pas nécessairement, je récuse le terme expert, parce que nous ne voulions pas nous positionner dans le domaine de l'expertise. L'expertise est la chose du monde la mieux partagée, et l'expertise du quotidien est la chose du monde la plus demandée, parce que nous avons besoin de gens qui connaissent la réalité de la Tunisie dans ses dimensions économiques, sociales et régionales. Donc c'était au départ une soixantaine de personnes, aujourd'hui ils sont bien plus nombreux, qui ont partagé une vision, qui ont contribué à décliner cette vision en programme. Alors ce programme, comment on y est arrivé? C'est en partant d'une analyse de la situation héritée au 14 janvier et puis de l'évolution des choses du 14 janvier à la date d'aujourd'hui. Très rapidement, la situation héritée au 14 janvier présente des insuffisances notoires, mais elle présente également des acquis, des points positifs. Donc l'idée était de faire l'inventaire des insuffisances, de faire l'inventaire également des acquis, parce qu'il ne s'agit pas de faire table rase de tout le passé. Il nous faut des fondations sur lesquelles on peut rebondir. Quand je dis on, c'est le pays. Donc nous avons commencé par faire l'inventaire des aspects négatifs. Ils sont multiples et variés. En 23 ans de mauvaise gouvernance, de prédation, on a laissé le pays dans un état de délabrement. Et à la limite, on se demande pourquoi et comment cette marmite qui bouillonnait n'a pas explosé bien avant. Tous les ingrédients étaient là. Alors, je passerai rapidement sur la dimension politique des ingrédients, et elle est importante. Je dirais simplement, elle est caractérisée par une mauvaise gouvernance politique, une mauvaise gouvernance économique, une mauvaise gouvernance sociale, un assujettissement de l'appareil de l'État au service d'un clan, une prédation systématique, un mépris de la vie humaine. On a banalisé la torture du temps de Ben Ali. Tout cela étaient des raisons fondamentales. Je dirais simplement que ce ne sont pas ces raisons-là, directement, qui ont fait sortir les gens dans la rue, qui ont fait que Bouazizi s'immole par le feu. Les raisons qui ont été derrière cela, et qui se rajoutent à toutes les raisons que j'ai citées, sont dans le désordre. Le chômage, j'ai parlé de 13%, mais les statistiques disent l'essentiel, disent tout sauf l'essentiel. les disparités entre les régions. Parce que le chômage, en fait, cache des disparités immenses. Le chômage cache des disparités au niveau des régions.
au niveau des genres, au niveau des niveaux de diplôme. Donc il y a le chômage d'abord. Ensuite, il y a les disparités régionales. Elles sont immenses, et on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et enfin, il y a la distorsion qu'il y a entre le produit de la formation et de l'éducation d'un côté et les besoins de la société en capital humain. Je ne dis pas l'employabilité comme beaucoup de gens se complaisent à le dire, parce que la formation et l'éducation ne doivent pas uniquement produire quelqu'un d'employable. Ils doivent former le citoyen, qui sache se comporter en société, qui sache avoir un projet commun avec le reste de la société et construire ce projet et y contribuer. Nous n'avons pas réussi, en 55 ans d'indépendance, à construire ce citoyen tunisien qui sache se comporter dans les stades. Je regrette ce qui s'est passé il y a une semaine dans les stades de Tunis, à 2 jours d'intervalle. Qui sache se comporter au feu rouge, qui s'arrête au feu rouge. Le lendemain de la Révolution, plus personne ne s'arrêtait au feu rouge. Il n'y avait plus d'agents de police, donc les gens ne s'arrêtaient pas au feu rouge. C'est quand même un comportement non citoyen. Et je peux multiplier les exemples de cette nature. Donc voilà les 3 raisons fondamentales. À ces 3 raisons, je voudrais rajouter une 4e, qui est l'insuffisante redistribution des produits de la croissance et du développement. La croissance et le développement étaient accaparés par une infime minorité au détriment de l'immense majorité des gens du pays. Oui. Donc, et vous, parmi les solutions que vous préconisez, c'est celle de revoir le découpage administratif des différentes régions du pays. C'est là pour corriger un peu le déséquilibre régional. Comment ça va être fait, ça? Ouais. Là, c'est l'une des propositions parmi tant d'autres. Oui. Je crois qu'il faut donner de la cohérence qui est très importante. Ouais, qui est très important. Il faut donner de la cohérence à nos propositions. Je dirais qu'à partir de ce diagnostic qui était fait des insuffisances du passé, nous en sommes arrivés à la conclusion que le modèle de développement à mettre en œuvre ne pouvait être que inclusif et solidaire. Inclusif qui ne laisse personne sur le bord de la route. Solidaire dans ces 3 dimensions. La solidarité entre les régions, la solidarité entre les catégories sociales et la solidarité entre les générations. Alors, si j'aborde le problème de la solidarité entre les régions, un diagnostic très rapide, le déséquilibre régional est flagrant dans ce pays. Je prends quelques paramètres pour l'illustrer. D'abord, je parlerai du réseau autoroutier. Nous avons en Tunisie 500 km d'autoroutes construites aujourd'hui. Et presque autant dans les cartons. Les 500 km construits sont strictement sur la côte, avec une toute petite incursion vers Béja. Et Béja, quand vous regardez ça de Daïf ou de Vibé, c'est tout à fait la côte. Donc tout l'intérieur du pays a été ignoré. Idem pour les autres paramètres. Je prendrai 2 autres paramètres très rapidement du développement humain, relatif au développement humain. Le nombre d'habitants par médecin sur l'ensemble des gouvernorats du pays. À Tunis, il y a un médecin pour 600 habitants. Les gouvernorats les moins bien lotis sont, comme par hasard, Sidi Bouzid et Gasri. Ils en sont à un médecin pour 2500 habitants. Donc le décalage est immense. Un 3e paramètre, et je m'arrêterai là parce que je pourrais multiplier presque à l'infini le nombre de paramètres et leur description. 3e paramètre, c'est les établissements publics de santé qu'il y a dans le pays. Il y en a 21. Ce sont les établissements hospitalo-universitaires, les centres hospitalo-universitaires. Il y en a 21 dans le pays, il y en a 16 à Tunis. Et quand je dis Tunis, il n'y en a même pas un seul à Benarouz. Il y en a 16 à Tunis. Il y en a 3 à Sousse et Monastir. Et c'est un peu normal, entre guillemets, puisque nous avons eu 2 présidents, l'un de Monastir, l'autre de Sousse. Et 2 à Sfax, et encore une fois, c'est un peu normal, parce que Sfax est un centre économique important. Mais il n'y a pas un seul établissement public de santé à l'intérieur du pays.